te donne la parole. Je veux bien, je t'en remercie. Je tiens à dire combien j'ai été passionné par ce qui s'est dit préalablement et l'interrogation qui a été la mienne quand j'ai lu le sujet. La Constitution et la géographie, généralement pour les juristes, essaient de traiter le sujet. Sinon, les magistrats ont le sentiment qu'on essaie de les noyer. Mais quand les sujets sont multiples, il n'est pas toujours facile de centrer le débat. Alors, je dois dire d'abord que je suis ému d'être là parce que c'est la salle Léon Duguy et que, ayant été dans un autre temps assistant de François Châtelet en histoire des idées politiques et avec maître assistante Madame Evelyne Pizier, qui s'appelait à l'époque Evelyne Pizier-Kouchner, j'avais lu avec intérêt sa thèse de doctorat sur Duguy, qui avait été préfacée par Fidel Castro, qui disait au surplus que Duguy l'avait beaucoup plus passionné que Marx, ce qui me donnait le sentiment que s'il avait lu autant de Marx que de Duguy, on n'avait pas beaucoup de crainte à avoir, puisqu'il ne devait pas avoir lu une phrase. Sur ce, cette pluridisciplinarité, cette interdisciplinarité qui est souhaitée, elle est essentielle. Pour les juristes, je rappelle qu'en droit international, vous aviez un grand professeur de droit qui avait été l'élève de Madame Batifolle, qui avait fait sa thèse de droit en droit international, qui était Jean-Pierre Cotte, sur les relations internationales et la théorie des jeux. Et introduire la théorie des jeux dans l'analyse des facultés de droit, et en particulier du Panthéon, même si à côté du Luxembourg, on jouait beaucoup au jeu de Go, au Panthéon, ce n'était pas tellement l'usage. Et cela montrait que l'on ne peut pas aborder le droit sans avoir une approche générale de l'ensemble des disciplines. Et en ce sens, je ne vais pas faire un propos de 10 minutes en 2 parties, puisque moi je suis beaucoup plus favorable à la méthode de Wittgenstein dans le Tractatus. Donc on va fonctionner par proposition. Et dans la première proposition, c'est de dire que le droit n'est peut-être que la mise en forme et une proposition liée à la fonction performatrice du langage, ou suggestive, ou subliminale. Le droit, est-ce un domaine précis ou est-ce quelque chose qu'on établit pour faire croire qu'il existe? Et je crois que ce n'est pas secondaire, dans la mesure où, en réalité, ce droit est sous-tendu par ce qui peut être en profondeur les causes et le fondement de la démarche performatrice de la notion de droit. C'est très simple. Nous sommes libres et égaux. C'est une proposition qui est censée nous rendre égaux. Quand j'entends « nous sommes libres et égaux », je me sens égal. Mais je ne suis pas égal. En réalité, c'est le langage qui me rend égal. C'est comme dans la Bible, la fonction performatrice du langage, c'est que la lumière soit, la lumière fut. On passe de l'énoncé à la réalité. De l'énoncé du droit, on est censé être dans la réalité des droits. Or, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure. Avons-nous ces droits? Et d'ailleurs, en ce qui concerne l'égalité des personnes, les hommes naissent libres et égaux, Bertrand Jouvenel disait « mais c'est complètement faux. Quand on naît, on ne naît pas libre, parce qu'on dépend de ses parents, et on n'est pas égal. » Donc, en réalité, quand on évoque le droit constitutionnel, est-ce quelque chose qui constitue ou quelque chose qui fait croire qu'on constitue?
Et c'est un débat dont on ne peut pas se priver. Quand j'évoquais tout à l'heure dans une question, la question de savoir si le droit est un instrument de l'appareil répressif et idéologique d'État, mais tout de suite, on se réfère idéologiquement à des positionnements. Mais si on prend la position freudienne, le fait d'être répressif, c'est structurant, c'est pas destructeur. Ça ouvre des droits, ça n'en prive pas. Mais par contre, si dans une analyse prétendument révolutionnaire, on nous dit c'est l'instrument de l'appareil répressif et idéologique d'État, on a l'impression qu'on se trouve dans une position de soumission. Donc, ce que le langage dit n'est pas indifférent de ce que nous allons étudier. Il en est même de la géographie. L'espace, prenons la Bible. La Bible, c'est les 10 commandements et les 636 textes qui suivent, qui créent quoi? Qui crée le lieu. Qui crée le lieu, c'est le droit qui crée le lieu. Et non seulement il crée le lieu, mais il crée en même temps le temps. Puisque lié à la philosophie grecque, la Bible détermine le processus historique et la Grèce, le processus dialectique. On se réfère aux analyses sur la civilisation gréco-hébraïque de Michel Serres, à côté du système romano-chrétien par ailleurs. Donc, tout cela, on ne peut pas l'écarter. Alors ça, c'est une première proposition. La deuxième proposition, il faut essayer d'échapper à l'ethnocentrisme. Parce que quand même, réussir à parler d'histoire et de géographie sans parler d'Hérodote, c'est quand même très compliqué. C'est très compliqué de parler du bassin méditerranéen sans parler de Ibn Khaldoun et de Al-Faridi et de Al-Ghazali. Mais on a le sentiment que tout cela est écarté alors que le personnage d'Ibn Khaldoun est quand même un personnage extraordinaire, fabuleux, un des fondateurs de la science historique et géographique contemporaine. Ça, c'est une deuxième proposition. La troisième proposition, quand j'ai entendu les printemps arabes, je me suis dit, chic, ça y est. Il y a un printemps en Arabie Saoudite, en Jordanie, au Qatar et au Koweït, parce que quand même le Maghreb, il est peut-être arabophone, mais il est principalement berbérophone. Ce sont des berbères, soit berbérophones, soit arabophones, mais c'est quand même principalement des berbères. Alors dites à un berbère qu'il est arabe, je ne suis pas certain qu'il aura le sentiment qu'on se reporte à son histoire. Et on ne peut pas écarter cela. Et quand on veut être dans le cadre de la géopolitique ou de la géographie et du droit, on ne peut pas brusquement bouleverser et atténuer les processus historiques, les processus de conquête, les processus d'appartenance et de déposition. Alors, quatrième point, quelle est la République la plus ancienne et dont la Constitution est la plus vieille? J'écoute. C'est une république dont le symbole est la liberté. J'écoute. C'est Saint-Marin. Saint-Marin a été fondée comme république en 301, après Jésus-Christ. Sa constitution existe depuis 1600, et c'est une constitution qui, justement, par rapport à la géographie, a déterminé qu'à aucun moment on ne voulait étendre le territoire, parce que lorsqu'on a proposé à Saint-Marin d'aller jusqu'à la mer, les Saint-Marinais ont dit « non, parce qu'on risque d'être trop fort et on risque d'être détruit. Et notre liberté est garantie par notre petitesse. » Alors il faudrait reprendre les je crois, 6 ou 8 tomes de la Constitution de Saint-Marin, parce que si on dit de la Constitution, soit on vise une Constitution précise,
soit on vise le concept de constitution. Or, si on vise le concept de constitution, on ne peut pas faire l'économie de l'analyse de certaines constitutions qui étaient particulièrement démocratiques, et d'une qui existe toujours, celle de Saint-Marin, une qui a existé, je crois, 1 an ou 2 ans, celle de la Corse. On doit entrer dans cette pluridisciplinarité, cette universalité qui fait que ce n'est pas que nous qui sommes le centre de la réflexion et le centre du pouvoir. Autre proposition, il est évident que certaines constitutions ont un rapport étroit avec la géographie. Prenons, moi quand j'ai lu le sujet, la Constitution, je pensais qu'on parlait de notre Constitution, la Constitution de 58. Et je terminerai mon intervention sur cela. La Constitution de 58 est innervée par la géographie. Elle est innervée par la géographie d'abord parce que, au socle constitutionnel, vous avez quand même la charte de l'environnement. Et la charte de l'environnement, qu'est-ce qu'autre chose ? Je vais relire quand même le premier paragraphe parce qu'il est quand même merveilleux, hein, et ce qui montre d'ailleurs que l'universalité peut exister et qu'elle est porteuse. Considérant que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité, que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel. Alors, je dirais, c'est la géographie. Mais c'est de la géographie dite par le droit. Et puis, la Constitution de la Ve République parle de droits inaliénables et sacrés de l'homme et parle aussi de ce que le peuple français proclame à nouveau, que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Et vous avez tout ce qui concerne la possibilité de se mouvoir en tant qu'être humain dans un espace social, dans un espace politique, géré par le droit. Donc en réalité, toute la géographie est gérée par le droit, mais tout le droit dépend de ce que l'on sous-entend par la géographie, c'est-à-dire l'écriture par la terre ou de la terre. Et j'en terminerai en disant qu'il y a une chose qui m'a quand même surprise, c'est que je n'ai pas entendu dans cette salle parler d'Élisée Reclus. Les 16 tomes de la géographie universelle, de la terre et de l'homme. Élisée Reclus, qui s'est battu contre le racisme, contre le colonialisme, qui s'est battu pour une liberté de l'homme et dans le territoire des territoires, qui est quand même assez extraordinaire. Alors, c'est vrai qu'au XIXe siècle, dans certains secteurs, on considérait Élisée Reclus comme un modèle. Est-ce parce que Élisée le Reclus était un peu trop anarchiste qu'il subit une sorte d'effacement? Je n'ose pas poser la question, même si je l'évoque. Voyez-vous, je suis avocat. Avocat, ça vient d'advocare. Advocare, ça veut dire parler pour. On essaie parfois de ne pas parler pour rien.